Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée, disons une idée qui vient un peu secouer nos certitudes sur ce que veulent dire les mots riche et pauvre. C'est une proposition qui se veut presque mathématique, et vous allez voir, elle est pour le moins audacieuse. La voilà, l'affirmation. Posée comme ça, noir sur blanc, comme une évidence, il y aurait en permanence 50% de riches et 50% de pauvres. C'est l'idée choc de notre source du jour. On a l'impression que ça balaye toutes les nuances de la société. Alors justement, allons voir ce qui se cache derrière cette provocation. Oui, comment est-ce qu'on peut bien arriver à une conclusion aussi tranchée? C'est la grande question. Et pour y répondre, la source nous invite à faire quelque chose d'intéressant. Déconstruire les mots qu'on utilise tous les jours sans vraiment y penser. Pensez-y une seconde. Les mots riches et pauvres, on les entend partout, tout le temps, dans les médias, dans les discours politiques, dans nos conversations. Mais le truc fascinant, c'est que dès qu'on essaye de les définir, là, les choses se compliquent sérieusement. Et c'est là où l'article nous emmène. Il suggère que cette recherche d'une définition parfaite, claire, objective, eh bien c'est peut-être une impasse. Chaque critère qu'on pourrait imaginer semble, en fait, avoir ses propres failles. Alors, posons la question, très directement. Qui est riche et qui est pauvre? Où est-ce qu'on trace la ligne? C'est précisément là que les raisonnements de la source commencent à nous titiller un peu. Bon, la première idée qui vient en tête, c'est l'argent, bien sûr. On regarde le compte en banque. Facile. Mais l'auteur répond que ça, c'est une vision purement matérialiste. Est-ce que réduire la richesse à un simple chiffre, ce n'est pas un peu court? On oublie pas mal de choses, non? D'accord. Alors, prenons le contre-pied. Le fameux dicton « La vraie richesse, c'est les amis ». Mais là aussi, comme le souligne l'article, on tombe dans une sorte d'absurdité. Si on est riche que de ses amis, ça veut dire que tous nos amis sont riches et donc que les autres sont pauvres? La logique est un peu bancale. Donc le point crucial, d'après la source, c'est que ni l'argent, ni les relations, ni aucun autre critère ne permet de tracer une ligne qui soit claire et universelle. En gros, chaque tentative de définition semble vouée à l'échec. Face à ce constat d'échec, la source se tourne alors vers les grandes idéologies pour voir comment elle s'empare du problème. Et pour illustrer ça, elle met en scène deux visions du monde qui sont radicalement opposées. D'un côté, on a cette citation de Gustave Le Bon qui présente une certaine vision du socialisme. L'idée ici serait que si l'égalité parfaite dans la richesse est un but inatteignable, alors l'objectif se déplace vers une sorte d'égalité dans la pauvreté. C'est une lecture évidemment très critique. Et à l'opposé complet, une citation de François Guillaumat pour illustrer la perspective capitaliste. Là, le but n'est pas du tout de gérer la pauvreté, mais plutôt de la faire diminuer, mécaniquement en créant plus de richesse. Ces deux approches montrent bien que la définition de riche ou pauvre change complètement selon le prisme idéologique. Alors, après avoir tout déconstruit, les définitions, les idéologies, l'auteur sort sa carte maîtresse. Il nous présente ce qui serait, selon lui, la seule approche vraiment objective pour mettre tout le monde d'accord. Puisque tous les critères qualitatifs nous ont menés dans une impasse, il ne resterait plus qu'une seule issue. Une solution purement quantitative et un peu arbitraire, vous allez voir. La voilà, c'est aussi simple que ça. La solution radicale proposée par la source, on divise la population en deux. Point. 50% d'un côté, 50% de l'autre. La logique derrière est désarmante de simplicité. Puisqu'on n'arrive pas à définir objectivement ce qu'est la richesse, eh bien, on va décréter, arbitrairement, que la moitié la plus fortunée, ce sont les riches, et l'autre moitié, ce sont les pauvres. Et voilà, problème réglé. Et pour nous faire vraiment sentir à quel point tout ça est relatif, à quel point ces étiquettes peuvent changer, l'article se termine sur un exemple vraiment parlant, celui d'un palace mythique, le Negresco, à Nice. Pour tout le monde, c'est le symbole même du luxe, de la richesse absolue. C'est un monument, une institution. Mais que se passe-t-il quand le monde autour change du tout au tout? C'est là que la comparaison devient assez folle. Imaginez une crise sanitaire, par exemple. D'un coup, cet hôtel de luxe, ce symbole de la richesse, se retrouve sans un seul client. Ses revenus tombent à zéro ou presque. Et de l'autre côté, on a un fonctionnaire qu'on pourrait voir comme pauvre en comparaison, mais qui, lui, conserve son salaire, une sécurité totale. Alors, la question se pose et elle est vertigineuse. Dans ce scénario, qui se retrouve dans la moitié des riches et qui bascule dans celle des pauvres? Celui qui possède des murs qui ne rapportent plus rien ou celui qui a un revenu stable mais pas de patrimoine immense? Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. Si riches et pauvres ne sont finalement que des étiquettes relatives qu'on colle par convention à 50% de la population, alors le vrai débat n'est peut-être pas de savoir qui est qui, c'est plutôt de se demander si ces catégories ont encore un sens. La question, en tout cas, reste ouverte.